Lino Café avec Lino Baco. Je suis né en Médina, mais j'ai vu le jour, c'est-à-dire que quand j'ai ouvert les yeux, c'était dans un site magnifique. J'habitais une maison qui surplombait le Bourg-Grec, les Oudaya et Hassan. C'est vraiment un site imprenable. Grâce à cette maison-là que je suis là avec vous aujourd'hui. Oui. Vraiment, il y a beaucoup de choses à dire sur ce lieu qui est vraiment symbolique, qui a connu beaucoup d'événements. Mais est-ce qu'on ressent ces sensations? Peut-être que vous les ressentez avec rétroactivité, je dirais, parce que lorsqu'on est gamin, lorsqu'on est jeune, lorsqu'on a 5, 6 ans, 7 ans, on s'émerveille devant la nature? C'est le même effet. Pour nous, d'ailleurs, c'est rare de voir un enfant qui s'émerveille devant lui. Tu vois, tu vois ce lac, il est joli. Le gosse, il regarde le lac. Il n'y a pas un lieu au Maroc qui a connu autant d'événements que ce site du Bourg-Grec. Oui. On a vu des choses merveilleuses. On a vu le site bouger. Il y avait le port, il y avait la marée. Attention, on va avoir tous les profs de PS contre. Moi, je vais les avoir tous contre. Et puis, vous allez avoir tout le reste du pays. Parce que... Alors, votre souvenir d'enfant le plus lointain, il remonte à quand? Le plus lointain, oh là là, c'était... Bon, la naissance de mon frère, l'Arhamo, qui vient de nous quitter il y a 4 mois. Je l'ai vu naître et j'avais 3 ans. Et c'est le seul souvenir que j'ai de cette période-là. Oui. Vraiment, ça m'a marqué. Voilà, je crois que c'est le premier. Oui. Alors, votre première école, votre enfance, votre première école primaire, vos premiers enseignants. Oui, alors l'école primaire, c'est fabuleux. C'est là où on a découvert le monde. Ça s'appelle comment, votre primaire? Ça va vous étonner. C'était l'école des fils de notables. On n'avait rien de notable et pourtant on était à l'école des fils de notables. D'ailleurs, j'ai toujours un certificat d'études où il y a le cachet et c'est écrit École des fils de notables. Alors les gens s'étonnaient, vous êtes des notables? C'était un petit peu sectaire, ça, non? Oui, non, c'est l'héritage du protectorat. Voilà, c'est dommage. Les notables. Oui, les notables. On ne l'était pas, on était d'une famille modeste, je reconnais. Bon, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de riches et ça ne courait pas les rues, mais on était vraiment... On a vécu dans une famille modeste. Alors, comment vous avez fait pour vous faire sponsoriser ou parrainer? Le mot sponsor n'existait pas à l'époque, mais parrain, oui. Je voudrais bien revenir un petit peu en arrière pour le sponsor, le vrai sponsor qui a fait ce que nous sommes maintenant. C'est une famille formidable, c'est des parents extraordinaires, c'est une mère. Vous savez, derrière un homme, il y a toujours, quand il y a des réussites, il y a toujours la famille. Il y a la famille, il y a les lieux, il y a les événements. Il y a des petits événements qui vous changent d'un seul coup, qui vous métamorphosent. Je sais que ma mère, c'était tout, quoi. C'était mon père. Qu'est-ce qu'il faisait, votre père? Mon père était, quand j'ai ouvert les yeux, quand j'ai connu mon père, il était gérant du Yacht Club, un club prestigieux. Et c'est un peu grâce à ce club-là qu'on a vécu beaucoup de choses. Et ma mère était là à s'occuper de ses enfants. On était une famille nombreuse. On est 6, on a perdu un petit... je ne me rappelle même plus comment il était, peut-être à 2 ans. Et voilà, on était 5. Disons qu'on était 5. Le petit, je ne l'ai pas connu. Et voilà, ma mère qui était là avec ses enfants, à s'occuper d'eux. Vraiment, quand on parle de records, je me demande si ce n'est pas ces femmes-là qui ont battu des records. Ouais. C'est-à-dire avoir des enfants qui arrivent à cet âge-là, à notre âge, et qui sont là, qui ne manquent de rien du tout. C'est extraordinaire. Ouais. Et justement, eux, ils manquaient de beaucoup de choses. Et il y avait beaucoup de sacrifices. Vraiment, ils se sont sacrifiés, les parents. La première fois que vous avez mis les pieds au Yachting Club? Le Yacht Club, je vous ai dit que mon parle de club, ouais. il faut bien se tenir, il faut... Oui. Voilà. Dans ce club-là, on a découvert beaucoup de choses. C'était l'ouverture sur la mer, sur le Bourg-Grec, sur le sport, sur les plongeons. On a connu des tas de sportifs. À l'époque, il y avait surtout des Français. Et voilà, on m'a dit
tu sais, tu vas recevoir Bzioui, c'est une famille de sportifs. Oui, oui. Ouais. Tout le monde a pratiqué du sport chez vous? Oui, presque tout le monde. On a et votre père, avant Mon père, je me rappelle, il faisait un peu de voile. Il savait manier un bateau à voile. Ouais. Vous savez, être sur un bateau à voile, c'est très difficile. Un star, un fin, oui, quoi? À l'époque, c'était des charpies. Oui. Des charpies, je crois. Des charpies et puis des loups. Oui. Bon, ça n'existe plus. Petits, voilà. Donc, la famille de sportifs, tout le monde a fait du sport. J'ai un frère, Ftah, qui a été en équipe nationale plusieurs fois, de handball, qui a participé au championnat du monde de voile. Il a été plusieurs fois champion du Maroc en voile. Et puis un autre frère à qui je dois beaucoup de choses, Mokhtar Bzioui, qui était avec moi en gymnastique et au plongeon. Voilà, c'est un grand monsieur. Et puis les autres, il y a un autre frère, celui qu'on vient de perdre, il était aussi gymnaste, crossman, scolaire. Ouais. Et puis le plus grand, l'ancien colonel, qui a aussi fait beaucoup de choses et qui a été parachutiste jusqu'à sa retraite. Voilà. Ouais. Alors, à l'école des notables, votre premier enseignant ou vos premiers enseignants, vous en souvenez? Oui, bon, c'était bon. Il y avait une Française et un Marocain. Je me souviens très très bien. Par contre, ce que je voudrais dire, c'est que mon premier contact avec l'école primaire, figurez-vous que j'ai pleuré. On était très attachés à la famille, on ne sortait pas. Alors, vous vous rendez compte, la première fois que votre mère... Vous avez pleuré le premier jour comme tout le monde. Tout le monde pleure. Non, j'ai pleuré parce que je ne voulais pas rester. Je voulais rester chez moi, avec ma mère, avec ma famille. Et pour moi, c'était un petit peu m'abandonner. Et je me rappelle, il y avait un camarade extraordinaire, un camarade qui me consolait. Il m'a dit, non, c'est pas la peine de pleurer, c'est bien. Il redoublait, lui, peut-être? Ça m'étonne, non. Il redoublait la maternelle. Il redoublait pas. Et je me rappelle même du nom, c'est Hasnaoui. La maîtresse. Vraiment, un petit enfant qui console un enfant qui a 6 ans, 7 ans. C'est extraordinaire. Ça, c'est un souvenir qu'on n'oublie pas. Et puis, l'école primaire, c'est la découverte du monde. On était chez nous, on ne sortait pas beaucoup. Et puis d'un seul coup, vous sortez pour aller à l'école, vous faites un petit trajet, vous découvrez beaucoup de choses. C'est vraiment la découverte de la vie en ce moment-là. Le directeur était comment? Ou la directrice? Le directeur Fournet, je n'oublierai jamais ce monsieur-là, c'était la grande classe. C'était des éducateurs qui avaient un contact direct avec les parents. Il avait un contact direct avec les parents. Il est allé voir mon père. Il lui a dit, tes enfants doivent être scolarisés, attention. Et dans quelques mois, vous devez les inscrire. Mais il fréquentait les autres clubs Non, il y avait, à l'époque, il y avait, je ne sais pas s'il y avait le yacht en 51. Oui, il y avait le yacht club, mais il ne fréquentait pas, non. Non, il n'était pas... Voilà, et ce monsieur-là, je l'ai connu pendant toute la scolarité, ce directeur, M. Fournet. Alors, vous avez passé le certificat d'études comme on disait à l'époque? Oui, j'ai passé tiens, c'est un drôle de certificat d'études. À l'époque, c'était... les plus brillants de la classe avaient le droit de participer à un examen spécial, un certificat d'études spécial pour avoir une petite bourse, une toute petite bourse. Et à l'époque, on disait, je vais passer la bourse. On ne disait pas qu'on allait passer un certificat d'études. On va passer la bourse. Comme ça, on le disait en arabe. Et effectivement, j'ai passé ce certificat, j'ai toujours le certificat. C'est de l'école des fils de notables, justement. Des fils de notables. Alors, ensuite, vous allez au collège des Orangers, c'est ça? Non. Directement? Non. Qu'est-ce que vous faites? Une scolarité normale dans le primaire. Oui. Et après, je vais au lycée Moulay Youssef d'abord. À Moulay Youssef. À Moulay Youssef, c'est un grand lycée. J'ai vu là-bas des professeurs extraordinaires, c'était des intellectuels, les profs de français et d'arabe, Louia, il y avait vraiment, et même les professeurs d'éducation physique, Facio Canovas, Jean Blanc, c'était vraiment, pour nous c'était des icônes, et c'est un peu grâce à eux qu'on a versé dans cette voie-là, la voie du sport, voilà.
C'est vraiment une belle époque. Alors, vous restez combien d'années à Bon, je Moulay-Idriss reste à Moulay Youssef. Moulay Youssef. À Moulay Youssef, je suis resté 3 ans. Pourquoi? Parce que, je ne sais pas, le hasard a voulu que je sois orienté en commerce au lycée Lemoun. Bon, lycée Lémo, c'est les orangers. C'est les orangers. C'est les d'accord. orangers. Ouais. Bon, j'avais une note très moyenne en mathématiques. Et pourquoi? Parce que d'abord, j'étais myope. J'étais myope, je voyais pas très bien le tableau. Alors, ce qui fait que j'étais pas nul ailleurs, mais j'étais quand même pas brillant en mathématiques. On m'a orienté vers la section commerciale. Et je suis allé au lycée Limoun, passer les 3 ans, parce qu'à l'époque, c'était 6 ans, c'était pas 7 ans. Ouais. Bon. Au lycée Limoun, je n'oublierai jamais un monsieur, je ne me rappelle plus de son nom, un monsieur, un Français. Il a constaté que j'étais myope. Et chaque fois, il me dit mais mon petit, tu dois absolument aller voir le médecin. Moi, je ne sais pas pourquoi je faisais rien du tout. Et un jour, il m'a pris par les mains. Tu vas venir avec moi, on va aller voir l'infirmière et on va. Eh bien, je suis allé voir l'infirmière, elle m'a envoyé à l'hôpital ophtalmologique. J'ai eu les lunettes. Grâce à lui, ça a changé. Bon, j'ai commencé à avoir des félicitations, des encouragements, mais bon, le commerce, c'était pas mon... Oui, votre tasse de thé, comme on bon, dit. voilà. C'est-à-dire, bon, j'étais obligé de faire les 3 ans, mais bon, j'ai pas terminé, parce que... Des camarades de classe, c'était des classes mixtes à l'époque? Non, le commerce, c'était mixte généralement, au non? commerce, il y avait quelques filles avec nous, il n'y avait pas de classe mixte. Mais moi je dis ça parce qu'au lycée technique, il y avait des classes justement, commerciales on avait quelques filles. Évidemment, nous on était jaloux parce que dans le technique, il n'y avait que des machos, que des garçons. Je sais pas, une ou 2 filles, c'est tout. Et puis voilà, bon, arrivé à la 6e année, c'est-à-dire la terminale, un accident. C'est quoi? C'est-à-dire une prof qui nous annonce qu'on n'allait pas continuer les études normales, c'est-à-dire des études supérieures, que c'était l'enseignement court. C'était un drame pour tout le monde. On a commencé à bouger, des grèves et tout. Et en quelle année ça? C'était en 62-63. Et en fin de compte, on était obligé d'aller voir ailleurs, faire quelque chose d'autre. Et ben, j'ai eu la chance. Et un ancien gymnaste, un entraîneur, Ramzoudé Allah yarhamou, il me connaissait, il connaissait mes capacités sportives. Le niveau de bac, tu peux passer le CREPS en France. Et il y avait la première année du CREPS ici à Rabat, à Bellevue. Ben, je suis allé voir le directeur. Il m'a pris là-bas pour passer la première année de CREPS ici au Maroc. Et l'année d'après, je suis allé à Boulouris en France. Et voilà, c'est comme ça que je suis devenu... C'était où le CREPS Le CREPS de Boulouris, c'est sur la Côte d'Azur, à 5 km. Non, je veux dire d'abord au Maroc. Ah, au Maroc, c'était Bellevue. C'était le même programme. Bellevue. Le même programme du CREPS, mais à Bellevue. Et le centre d'Aïsba existait déjà ou non? Non, quand j'ai commencé, il a commencé après. Donc, je suis allé... Je crois que quand j'étais en France, on a créé l'école des cadres. C'était l'ancienne école normale, on l'appelait l'école normale. Ouais. Après, c'était l'école des cadres. Et... On se demande ce qu'elle est devenue d'ailleurs. Ouais. Ouais. Voilà, bon, et après, il y a eu les CPR, et voilà. Donc... Quel souvenir alors de la Côte d'Azur? Magnifique. Je me demande si je vais reconnaître la Côte d'Azur là-bas. À l'époque, il y avait... Vous n'avez plus remis les pieds? Non, plus remis. C'est dommage. Parce qu'à l'époque, c'était désert. Il y avait des criques désertes. Il y avait des plages magnifiques. Mais paraît-il, maintenant, très peu de monde avait des voitures et tout ça. Hein. Là, maintenant, il n'y avait pas de voitures. Vraiment, c'était magnifique. Maintenant, je crois qu'il y a des... C'est énorme ce qui est là-bas. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la marina Baie des Anges. Des marinas, avec des immeubles horribles qui sont pratiquement sur des pyramides. Je dis pas pieds dans l'eau, mais ils sont pieds dans l'eau. Oui. Ils sont pieds dans l'eau. Ouais. On dirait des pyramides aztèques d'ailleurs. C'est exactement. Alors, bon, voilà, ça c'est le CREPS. Après, bon, bien sûr, c'est le boulot.
Attendez, vous n'avez pas. Là, vous êtes dégagé là, vous n'avez jamais au foot, vous êtes en train de vous dégager au corner là. D'accord. Bon, je voulais d'abord vous remercier. Les orangers, ça y est, bon, il n'y a pas un prof en particulier aux orangers? Ah si. Ce prof-là qui m'a sauvé, c'est un prof qui m'a sauvé. Le fait de me prendre par la main et de m'obliger à avoir des lunettes. Mais normalement, chaque année, on passait des visites médicales dans les écoles. Bon, chaque année, vous ne disiez pas amène ça à tes parents, tu dois mettre une paire de lunettes. Ce qui s'est passé. En tout cas, ce monsieur-là a vu que j'étais là en train de comment on appelle ça, de souffrir pour déchiffrer ce qu'il y a sur le tableau. Ouais. Et franchement, il m'a sauvé. Je lui... Alors, vous revenez de Nice, diplômé. De Boulouris, diplômé. À l'époque, d'abord, c'était la jeunesse et sport qui m'a... C'est pas à côté de Valoris, non? Non, c'est pas Valoris. Bon, c'est un peu plus loin. Ouais. C'est à 5 km de Boulouris, de Saint-Raphaël, et à 7 km de Fréjus. Ah, ok. Voilà. Donc, c'est beaucoup plus à l'ouest de Nice, alors. Et à 80 km, je crois, de Cannes. Entre Nice et Cannes, voilà, c'était... Alors, j'espère que vous passez un bon moment en compagnie de Ahmed Bzioui, ancien gymnaste, inspecteur de PS, historien. Non, il ne veut pas qu'on dise historien. Passionné d'histoire, voilà. Alors, on a déjà vu une première partie de son parcours, l'école des fils de notables, le lycée Moulay Youssef, le lycée des Orangers, le Crêpes à Boulouris, c'est entre un petit coin charmant entre Nice et Cannes. Et puis, l'école des cadres à Innsbruck. Oui, alors... Tout de suite après. Alors, quand vous revenez de France avec votre diplômé du Crêpes, je passe quand même 5 ans au lycée Moulay Youssef en tant que prof. Ouais. J'ai décidé de passer le bac. J'ai décidé de passer le bac candidat libre. Alors, comment était perçu d'abord ce qu'on appelait la gymnastique à l'époque par les élèves? Est-ce qu'ils aimaient aller en cours? Ça dépendait du prof. Ça dépend du prof, exactement, c'est ce que j'allais dire. Bon, il y a des profs qui motivent. Je ne vais pas vous demander de médire de vos anciens collègues. Non, c'est la réalité. Il y a des profs qui motivent les enfants avec un ballon. Hein. Vous savez, vous lâchez le ballon. Oui, bien sûr. Mais 3 tours de piste, j'ai dit. Voilà, 3 tours de piste. Où sont les ballons de basket? Allez distribuer les ballons. Vous savez, quand on a fait... Et puis, allez lire le journal. C'est pas la panacée aussi. Non, mais attention, il faut motiver les gosses, il faut les faire aimer cette discipline. Moi, je me rappelle, j'étais tout le temps entouré par des tas de bambins, tous habillés en blanc. Et vraiment, les gosses, quand ils rentraient au lycée, ils devaient aller au bureau d'éducation physique et dire bonjour à leur professeur avant d'aller. Ça, c'est une période que je n'oublierai jamais. Il y avait des gosses charmants qui ont 60 ans, un peu plus, parce que moi j'étais très jeune quand j'ai commencé. Voilà, je sais que j'ai connu des moments de bonheur avec ces enfants. Alors l'USEP, c'était quoi? L'USEP, non, le petit écusson qu'on avait, la Union Sportive. Non, c'est le Crêpes. Non, la SS. Ah, l'ASS, vous voulez parler de l'association sportive scolaire? Bah oui. Ah là, nous, on avait un petit écusson, il y avait écrit USEP. Oui. Je ne sais pas ce que ça voulait dire. Ça veut dire Union Sportive d'Éducation Physique. L'association sportive scolaire, c'est les activités sportives qu'on pratiquait le mercredi et le vendredi. Et c'est là où je trouvais mon bonheur un peu plus. Et je sais que je faisais des choses que, je ne sais pas, pour les autres, c'était exceptionnel. J'avais tout le temps une cinquantaine de gosses en gymnastique. On n'a jamais vu une cinquantaine de gosses en gymnastique en ASS. Et moi, je les avais. Je ne sais pas comment je faisais. Alors, parce que finalement, là, on a parlé de vos études et tout ça. On n'a pas parlé de vos débuts dans le sport. Donc, gymnastique, vous avez commencé à quel âge? Et qui vous a amené à la gymnastique? Vous savez, j'ai dit tout à l'heure que derrière la réussite, je ne sais pas. Peut-être qu'on est là à cause d'un geste, un mouvement, un salto. Comment j'ai commencé? Alors voilà. On m'a dit que vous avez commencé dans la fosse. La fosse. Attendez. Oui, c'est ça, exactement. Oh là là. Voilà. J'étais tout petit, j'étais à l'école primaire. Et je me rappelle, peut-être parce que j'étais au club, je voyais des Français faire des saltos sur une chambre à air. C'était ça le tremplin à l'époque, une chambre à air sur le sable. Et je les ai vus faire. J'ai commencé à faire la même chose. Et ils prenaient l'élan, voilà. Ils rebondissaient sur la chambre à air. Et à l'école, chaque récréation, tout le monde
devait aller voir Bzioui faire un salto dans la fosse de sable. C'était l'attraction de la récréation. C'était l'attraction. Il y avait une haie d'élèves et moi je courais. Un jour, un gars m'a fait un croche-patte. M'a fait un croche-patte. Et là, je me suis planté. Je me souviendrai toujours de ce moment-là. Et je crois que c'est de là qu'est venu l'amour pour la gymnastique. Le jour où il vous a mis un croche-pied ou... Non, pas du tout. Non, franchement. En ce qui concerne la gymnastique, c'est ma mère, Allah yarhamha, qui a été à l'origine de tout ça. Comme à l'époque, c'était l'indépendance, il y avait des défilés, on sortait le soir, c'était féerique, il y avait des gymnastes habillés en blanc qui défilaient, qui faisaient des saltos, et on était tout le temps avec notre mère. Et un jour, ma mère nous a dit, tiens, essayez de faire quelque chose, bougez un petit peu, demandez à votre père de vous inscrire au FUS, parce que mon père connaissait, c'est Ahmed Fellat qui est un monument, c'est un vrai monument. On va en parler d'ailleurs de cette équipe de gymnastes qui avait été aux Jeux Olympiques de Rome. Le point de départ, c'est ça. Si je suis là en train de vous parler, c'est un peu à cause de ce qu'a dit ma mère en ce moment-là. Et du coup, on a été inscrit au FUS, et c'était chaque fois des rencontres magnifiques avec des sportifs, avec des éducateurs, des exemplaires comme M. Fellat et comme d'autres. Alors là, justement, on s'arrête un instant parce que on vient de parler de Ahmed Fellat. Alors, pour ceux qui ne savent pas, ils étaient 6 à aller aux Jeux Olympiques de Rome. En 1960. Oui, il y avait Mohamed Skat. Les deux Skat, oui, les cousins. Oui. Il y avait Ahmed Fellat, bien sûr. Il y avait Miloud Msellek. Il y avait Abslem Regragui. Regragui, Allah yarhamou, qui vient de nous quitter il y a 2 ans. Darif Tanjawi, oui. Et puis Kassem Khlifa. Kassem Khlifa, voilà. Kassem. Oui. Kassem Khlifa, voilà. Donc, en fait, on n'en a pas eu des masses qui sont allés aux Jeux Olympiques. Non, pas en gymnastique. Et puis ensuite, beaucoup plus tard, ou si vous voulez, beaucoup plus près de nous, en 96 à Atlanta, nous avons eu Naïma Arouati. Oui, c'est le produit de Youssoufia, Naïma Arouati. Oui, c'était une gymnaste exceptionnelle. Il y a toujours l'école à Youssoufia, comme à l'époque. Moi, j'ai perdu de vue tous ces gens-là depuis que j'ai quitté, que j'ai abandonné il y a 12-13 ans. Mais bon, je crois qu'il y a toujours l'école, parce que Youssoufia, c'est quand même... c'est l'OCP, il y a un peu plus de moyens qu'ailleurs. Et voilà, donc. Et c'est pour ça, justement, qu'il y a eu cette équipe magnifique de Youssoufia à un certain moment. Oui. Alors, vous revenez à... Vous êtes enseignant, vous passez le bac. Oui, je le passe candidat libre grâce à l'aide. Ah tiens, j'ai dit tout à l'heure qu'il y a un monsieur à qui je dois beaucoup. Et j'ai parlé de mon frère. Et je me souviens tout le temps de mon frère qui me donnait des cours de maths à la maison. Et c'est un peu grâce à ces cours de maths que j'ai pu m'en sortir, que j'ai pu passer le baccalauréat. Candidat libre, j'étais déjà professeur. Et voilà, bon, je passe le bac. Je vais à l'école normale supérieure et je passe là-bas. Je sors lauréat de l'école des cadres à Ensbeh. Et je rejoins le lycée Moulay Youssef, tiens, par hasard. Ouais. Alors attendez, l'école des cadres d'Ainsba, c'est quand même, c'était un drôle de pépinière, hein. Oui. D'abord les encadrants, hein. Les encadrants. Il faut pas rendre hommage quand même. Il y avait Monsieur Viguier, Viguier par exemple. Oh là là, c'est un charmant. Il y avait un rugbyman aussi qui était pas mal. Et il y avait, oh là là, j'ai oublié les noms. Il y avait Haj Hammo. Haj Hammo, je l'ai connu comme prof d'éducation physique au lycée Limoun et je l'ai retrouvé à l'école des cadres. C'est un monsieur vraiment. Je ne vais pas l'oublier, ce monsieur Haj Hammo. Alors, vous avez pratiqué la gymnastique, l'athlétisme, hein, d'autres sports aussi, hein, en particulier. Je fais de la perche. La perche. J'ai été champion universitaire à la perche. Alors là franchement, ça m'a intrigué parce que on a fait des recherches et puis on a vu champion universitaire de saut à la perche. Mais attendez, moi je dis, ça existait? Oui, ça existait. Ça n'existe plus aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aimerais bien connaître le champion. C'est vrai, moi je m'adresse à tous les universitaires qui nous écoutent. Si franchement, moi j'invite
le champion universitaire de Saut-à-la-Perche 2012 ou même 2013 à nous rejoindre un matin ici à Radio Mars, quoi. Parce que c'est vrai qu'il y a des disciplines qui ont été abandonnées par le scolaire et l'universitaire. C'est dommage. Bon, maintenant, il n'y a que le sport collectif. Vous avez quitté le monde du sport. Bon, vous avez dit il y a 12 ans, 12, 13 ans, bon, j'en ai eu assez, bon, j'ai tourné la page, etc., etc. Bon, mais de toute façon, 10 ans, ça fait quoi? Ça fait 2003. Hein? Oui, un peu plus. Mais c'est-à-dire de l'école des cadres d'Ainsba à 2003, il s'en est passé du temps. Oui, donc vous avez pu assister quand même à la dégradation progressive, lente mais progressive du sport, de certaines disciplines, peut-être qualité d'encadrer les jeunes. Vous savez, déjà au scolaire, il y avait de la vulgarisation et on faisait tout au lycée. On faisait tout, l'athlétisme, la gymnastique, il y avait tout, on était polyvalent. Et c'est pour ça que je suis en admiration devant les athlètes de l'époque. Il y avait des athlètes polyvalents qui faisaient tout. Par exemple, un Sayad qui était champion, qui était en équipe nationale de triple saut, oui, et en basketball, en handball, il pouvait toucher à tout. Ouais. Anyama, Fafana, c'est des gars extraordinaires. Moi, j'étais en admiration de. Moi, je suis polyvalent parce que j'ai touché à tout, moi aussi. Mais quand même, c'est ces gens-là qui nous ont poussés à. Ben oui, les derniers, finalement, c'était quoi? C'était Blinda et Larbi Mouissa? Oui, Blinda les derniers. Et Larbi Mouissa qui ont fait. Foot et handball. Handball. Larbi Mouissa, quand même, international de hand et international de foot. Quand même. Il a joué dans des grands clubs. Oui, bien sûr. Disons, c'est les derniers, quoi. C'est les derniers qui ont Maintenant, il n'y a plus d'athlètes polyvalents. De discipline à haut niveau. Il n'y a que des spécialistes. Vous ne pouvez pas demander à un basketteur d'aller faire de la perche ou d'aller faire de la... Je ne sais pas, moi. Donc, on pouvait être membre de l'équipe nationale dans 2 disciplines. 3 disciplines des fois. Ouais. C'est plus possible. Maintenant, il y a presque de la profession. Alors, qui vous encadrait alors à Ainsba? Ainsba, il y avait, comme je vous l'ai dit, il y avait la Razé, il y avait Viguier, extraordinaire ce monsieur-là, et il y avait Haj Hammou. Il y en avait beaucoup. Et comment ça se passait? Vous vous souvenez de compagnons que vous aviez à l'époque? Des camarades. Vous les revoyez? Vous en revoyez quelques-uns? J'en revois quelques-uns. Bourras, c'est un grand monsieur, c'est un grand sportif et un grand champion surtout. Bourras, je commence à... Avec l'âge, avec la retraite, L'ambiance, comment était l'ambiance alors? Bon, très bonne ambiance, franchement, très très bonne ambiance. C'était l'internat, bien sûr. L'internat, bien sûr. Vous savez, l'internat, ça soude les gens. Voilà, c'est... Alors, vous retournez à Moulay Youssef? Oui, je retourne à Moulay Youssef pour encore une période. Alors, c'est une belle sensation. En fait, vous revenez dans un lycée dans lequel vous étudiez, vous revenez en tant qu'enseignant. Et en tant qu'inspecteur aussi. Et maintenant, 82, 81, 82, j'ai été surpris. Un jour, on m'a appelé au ministère, à la division d'éducation physique. On a dit, on a besoin de vous. On a besoin de quelqu'un comme vous pour s'occuper du sport scolaire, des activités sportives. Et en même temps, je faisais fonction d'inspecteur. À l'époque, on manquait d'inspecteurs. C'est comme ça que je suis passé à l'administration. Ça n'a pas plu à mon ancien professeur, Haj Hammou. Il m'a dit, toi, tu es un homme de terrain, tu dois rester sur le terrain. Je me rappelle très, très bien de ce qu'il a dit. Voilà, je me suis retrouvé inspecteur. Je faisais le tour des lycées et puis je m'occupais des activités sportives. C'est-à-dire qu'il y avait 3 services. Service matériel, service pédagogique et service activités sportives. Moi, je m'occupais de la programmation des activités sportives, les championnats régionaux, nationaux, même internationaux. J'avais ces dossiers-là. Donc, voilà, j'ai passé un petit bout de temps au ministère à l'administration du ministère de l'enseignement, jusqu'à qu'on ait fait appel à moi au ministère de l'équipement. Alors pourquoi à l'équipement? Voilà. On vous a lâché Non, on ne m'a pas lâché. L'enseignement? Non. C'était des demandes. Oui.
Mon frère était à l'équipement et il a parlé de moi à l'équipement. Il y avait un grand club on a créé il y avait un grand club, le club des travaux publics. Et il y avait une section nautique. C'était un club vraiment luxueux. Il y avait un salon 5 étoiles. Et il fallait que quelqu'un s'occupe de ce club-là. Il ne fallait pas le donner à n'importe qui. Et un jour, mon frère m'a dit, on a besoin de quelqu'un pour prendre soin de ce club. On vous enlève du sport scolaire quand même. Vous n'êtes patron du sport scolaire quand on vous enlève, non? Oui. Ouais. Moi, j'ai hésité un petit peu. Un club des travaux publics, c'est plus important que tout le sport scolaire? Bon, Est-ce que vous posez la question de temps en temps? Oui, je me pose la question, mais vous n'avez pas de regret? Parce que j'ai pas de regret. Pas de regret. Parce que quand je suis allé à l'équipement, c'était une autre vie. C'était, vous savez, ma vie a. Et puis de toute façon, à l'époque, vous étiez peut-être visionnaire. Vous vous êtes dit, bon, de toute façon, je vais pas changer grand-chose. Le sport scolaire, dans quelques décennies, ça va être. Vous savez, je suis pas très courageux. Je suis pas. Quand on m'a proposé l'équipement, le club de l'équipement, je me suis dit, mais c'est pas possible. Comment je vais abandonner le ministère? Où est-ce que je vais me retrouver? Mais après, c'était bon. J'ai trouvé que j'ai gagné beaucoup de choses. J'ai gagné. C'était d'autres horizons, c'était des moyens aussi, c'était des motivations matérielles, c'était bon. J'avoue que j'ai gagné beaucoup de choses, j'ai appris beaucoup de choses, et c'est un peu grâce à ce passage au ministère de l'Équipement que je peux faire des choses maintenant. À la retraite, je peux donner cette conférence, et un peu grâce à tout ce que j'ai appris dans ce ministère. Alors, comment vous arrivez à l'athlétisme? Bon, l'athlétisme, comme je vous l'ai dit, au lycée, on faisait tout, on brillait, je veux dire, qu'on touchait à tout. Est-ce que c'est le prof de gym qui vous a dit? Et puis l'athlétisme, c'est la perche. La perche, c'est un peu la gym. Vous savez, quand vous faites... Surtout avec les perches de l'époque, hein. C'était de l'aluminium. Il y avait les premières déjà? Non, même pas l'aluminium. Il y avait le bambou. Le bambou, oui, c'est vrai. Ah, ça, c'est les premières. C'est vrai. Monsieur Blanc, je ne sais pas s'il est encore vivant, il allait au jardin d'essai et il récupérait des bambous là-bas. Il les mettait sur la terrasse. Sécher. Vous vous rendez compte? Il les laissait sur la terrasse à sécher pendant 1 an. Et c'est après qu'on pouvait les utiliser. Vous vous rendez compte? Des fois, on cassait des bambous. Attention, il ne faut pas trop s'amuser avec ça parce que... Après est arrivé les premières perches en aluminium. En aluminium, voilà. Et là, on ne pliait pas les perches. C'était laborieux. Je me rappelle quand j'étais au Krebs de Boulouris, vous savez, quand vous allez à 8 h du matin faire de la perche, il gelait là-bas. Vous ne pouvez même pas tenir la perche. Elle était glacée. Et on passait beaucoup de temps. C'est-à-dire que quand on se compare par rapport à ces jeunes maintenant, on a beaucoup travaillé, on a beaucoup souffert surtout. On manquait de tout et quand même on était heureux. Donc, ce sont des époques différentes. Oui, c'est des époques différentes. Voilà, c'est la perche. Et puis il y a eu ma première perche pliable grâce à Million. On a eu des perches au lycée Moulay Youssef. Million, c'est un champion français. Oui, c'est un champion français qui était professeur avec moi. C'est un grand monsieur, grand de taille et grand aussi de... Alors justement, là, on va ouvrir une parenthèse. Comment vous expliquez cette école française de la perche qui est extraordinaire? Oui, c'est vrai. Elle a donné de grands champions. Ils ont toujours été les meilleurs au monde. Jusqu'à ce que Boubka arrive. Franchement, j'arrive. Mais même actuellement, il y avait au nord de la France, il y avait quelqu'un là-bas qui a vraiment lancé la perche. Je ne me souviens plus de son nom. Et quand vous êtes revenu, vous vous êtes dit, je vais essayer de former aussi une école de sur la perche marocaine. C'est-à-dire scolaire. J'étais licencié au Stade Marocain. Mais marocain. au FUS, vous pouviez le faire. Non, il n'y avait pas de FUS. Il y avait le Stade marocain. J'étais au Stade marocain. Ah, d'accord. Et bon, c'est vrai que je ne pouvais pas tout faire. Polyvalent, d'accord, mais on ne pouvait pas aller 3 fois par semaine à la gymnastique et aller encore au stade. Et Dieu sait si on ne faisait pas autre chose. Je faisais beaucoup de choses. Et les plongeons. Alors aussi. Le handball aussi? Bon, le handball, honnêtement, je ne l'ai pas pratiqué dans le civil. C'était
Enfin, j'ai commencé à manipuler la balle dans le scolaire et puis avec les universitaires. J'ai été champion universitaire, mais bon, c'était pas le top des tops. C'était juste. Par contre, bon, à la perche, j'ai quand même eu. J'étais à 1 centimètre du record du Maroc, civil, bon, même si c'était... Qui détenait le record? À l'époque, je ne me rappelle plus si c'était Abou el-Masha'il ou Abou Tayyib de Casa, je crois. En tout cas, bon... Qu'est-ce que vous sautiez à l'époque? 3,80? Je sautais 3,66. Et attention, 3,66, il n'y avait pas de tapis. Il y avait des copeaux de bois. Il y avait du sable et il ne fallait pas tomber sur le dos. Hein. C'est comme en gymnastique. Il n'y avait pas ce qu'il y a maintenant, les moyens maintenant pour se recevoir. C'était vraiment difficile et voilà, bon. On a souffert, mais on était heureux quand même. Oui. Un peu de télé? Non, un peu moins. Maintenant, c'est l'Internet, c'est le gros truc. Disons que j'étais jamais satisfait. Alors pourquoi la licence po? Parce que j'étais pas satisfait de ce que je faisais. Je voulais toujours... Parce que c'est une frustration. Au début, je voulais suivre une carrière scientifique. J'étais bon en sciences. Alors, cette orientation qui a changé ma vie, je me suis retrouvé dans un domaine que je voulais pas. Je voulais pas être professeur d'éducation physique. Bon, j'ai fait mon travail comme il faut, mais bon, c'était pas ce que je voulais au début. Et bon, j'ai passé le bac, j'ai passé l'école normale supérieure. Et après, je me suis dit, bon, c'est pas assez, il faut faire quelque chose. Je suis allé à la faculté. Bon, j'étais candidat libre. Quand on est candidat libre, on peut pas suivre les cours comme tout le monde. Donc, j'ai traîné un petit peu. Au lieu de 3 ans, j'ai passé, je crois, 5 ans. J'ai eu ma licence. Je me suis dit, bon, peut-être que je vais changer, peut-être que je vais faire le barreau, quelque chose comme ça. Et puis, il y a eu, bien sûr, il y a eu les enfants, il y a eu beaucoup de choses qui m'ont empêché de continuer. Donc, je suis resté là où je suis. Et bon, avec les promotions, l'échelle 11 et tout, bon, on se dit, bon, alhamdoulilah, on n'a pas à se plaindre. On a quand même fait ce qu'il faut. Voilà. Alors là, il y a des auditeurs qui nous envoient des SMS, au 5030, coup du SMS IDIRAM TTC. Et puis il y a quelqu'un, Amine de Casa, qui me dit en 1993, j'ai eu mon bac sciences maths avec moyenne 11,87. Ils m'ont refusé l'entrée en maths sup car il me manquait 0,13 points. 13 centièmes de point. C'est vrai. Alors, et puis là, bon, j'aime pas parce qu'il dit je ne suis pas un fils d'un riche fasci. Ça veut dire quoi, ça? Non, moi, je ne suis pas d'accord. J'étais enseignant. S'il avait dit je ne suis pas un fils de notable, à la rigueur, non, il aurait dû dire ça. Non, franchement, je ne suis pas d'accord. Ça fait... Il n'y a rien de bon dans ce qu'il dit. Mais c'est quelqu'un d'amer, là, parce que 20 ans après, il ressent encore ça. Écoutez, nous, quand on était à l'école, vous savez, on était tous de familles modestes. Et il y avait des fils de, je ne sais pas moi, de chaouches, de marchands de légumes qui sont devenus quand même des ministres, des cadres de la fonction. Il y a des gosses qui venaient de Tamara à bicyclette sous la pluie et tout. Eh bien, ils se retrouvent maintenant directeurs, ils se retrouvent au cadre de l'administration. Mon frère a été au cadre de l'administration. Non, on ne peut pas incriminer l'école. Il y a toujours, il y a des profs qui ont toujours des chouchous et tout, mais bon, c'est pas général quand même. Les examens, quand on passe les examens, il y a quand même le compostage et on voit pas les noms. Non, faut pas exagérer. Ouais. C'est vrai. Non. Puisque le nom est caché. Oui, bien sûr. C'est une mauvaise excuse. Voilà. Non, c'est pas une mauvaise excuse, mais c'est comme ça. Ouais, il est mal tombé. C'est le règlement, puis c'est tout. Vous savez, moi j'ai été orienté pour un demi-point. J'avais peut-être 9,5 de moyenne en mathématiques. Peut-être qu'avec un 10,5, 11, je serais allé faire de la médecine. Je ne sais pas. Bon, c'est le destin de ça. Vous n'aurez rien fait, peut-être. Oui, peut-être. Mais c'est vrai. J'aurais rien fait. Bon. Alors, Lino, est-ce que vous pouvez inviter Okada? Merci. C'est Mustapha de Casa. Alors, moi, j'ai connu un Okada.
je l'ai connu. Mais je ne sais pas. C'est un athlète, je crois. C'est un athlète. Bon, oui. Il était sauteur, peut-être sauteur. Non. Il courait le 1005. Il était recordman d'Afrique. Hein. Et puis, on s'entraînait ensemble. On s'entraînait à la Casablancaise avec le Machi, Bouchaïb. Avec Bellal, avec on était une petite bande de copains. Justement, et avec Oukada, justement, si c'est Oukada qui ensuite est allé aux États-Unis étudier. Hein, ah oui, je vois. Si c'est lui, avec plaisir. Donc, Mustapha de Casa, si vous avez ses coordonnées, transmettez-moi les coordonnées de Oukada, ça sera un plaisir. Je reverrai avec beaucoup de plaisir. Bellal, Machi. Bellal, Machi. C'est des athlètes extraordinaires. Il sautait à la perche aussi, Bellal. Oui. Bellal, il sautait à la perche. Il sautait avec moi. Grand volleyeur aussi. Volleyeur. Il était d'ailleurs avec Moulay Abdullah, il jouait au volleyball. Je me rappelle très très bien de. Alors, on continue donc. Oui. Vous avez des enfants? Oui, j'ai Votre deux famille filles. Vous avez transmis la passion du sport? Un petit peu. Bon, j'ai deux filles qui ont fait un petit peu de voile, un peu de danse, un peu de voile. Et bon, elles n'ont pas brillé, mais quand même, elles ont touché un petit peu au sport. Ma petite, la petite, elle a fait de la gymnastique, la petite, oui. Votre épouse est sportive? Elle aime le sport? Vous lui avez fait une tête comme ça? Non. Ma femme a été gymnaste. Elle a été gymnaste, a été en équipe nationale. Et puis aussi, elle a fait toutes les classes de danse classique. Donc, c'est une famille de sportifs. Donc, alors, comment était ce monde de la gymnastique? Parce que franchement, maintenant, moi, j'ai l'impression que la gymnastique, elle vit en vase clos. Il n'y a pas que la gymnastique, mais la gym, c'est un peu spécial. C'est une discipline qui demande beaucoup de moyens. Beaucoup de moyens. Alors, deux moyens. D'accord, évidemment, parce qu'il faut évidemment le matériel. Il faut le matériel. Il faut des anneaux qui descendent du plafond. Il faut des chevaux d'arçon. Il faut des barres parallèles, des barres fixes. Deux photos des années 40 et maintenant. Avant, pour tourner à la barre fixe, il fallait qu'il y ait 6 personnes jusqu'à 8 personnes pour faire la parade et assister le gars qui tourne à la barre fixe. Maintenant, vous n'avez plus besoin de quelqu'un. Vous avez une fosse, il y a un filet, il y a de l'éponge dessus, et le gars, il peut tomber sur la tête et il lui arrive rien du tout. Donc, les choses ont complètement... Mais ça coûte cher, c'est des moyens énormes. Et les clubs ne peuvent pas se permettre ça. Vous savez, le football, tout le monde joue au football. Vous avez le gosse, il va à l'école, il a une petite balle dans le cartable. Il joue avec, il apprend, il fait le premier geste en football et ensuite il devient un champion. Gymnastique, vous ne pouvez pas trimballer une barre parallèle. C'est comme la natation. Vous ne pouvez pas trimballer un peu d'eau dans votre cartable. Vous savez, il y a des disciplines, les sports ne se ressemblent pas. En gymnastique, il faut beaucoup de moyens. Et par exemple, Youssoufia a brillé, parce que Youssoufia, ils ont quand même un peu plus de moyens que les autres clubs. Donc vous vous dites, si on n'a plus de gymnastique ou si la gymnastique se débat dans une situation difficile, c'est une faute de moyens? Bon, il y a des moyens, il y a aussi la formation. Mais comment peut-on priver, je dirais, une discipline comme ça? Parce qu'à mon avis, bon, il n'y en a pas 50 des disciplines prioritaires. Hein. Il y a la gymnastique, il y a la natation, il y a l'athlétisme. Ce sont les trois... Les trois, je dirais, disciplines qu'il faudrait... vous avez beau à qui il faudrait donner le maximum de moyens. Oui, c'est la base même du sport, de l'activité sportive. Moi, je crois que je reviens à cette question de moyens. Bon, bien sûr, il faut de la volonté, il faut des hommes, il faut des ressources humaines. Mais les salles, il n'y en a pas beaucoup au Maroc. C'est comme si vous demandez à un pays désertique d'avoir des skieurs. Donc, il n'y a pas de salles, il n'y a pas beaucoup de salles. Et qui va s'occuper des salles? C'est le ministère, c'est les particuliers, c'est les associations. Donc, j'aime pas beaucoup parler des moyens, mais c'est quand même, pour la gymnastique, c'est une réalité. Vous savez, pourquoi tout le monde nous parle de l'athlétisme? Quel athlétisme? Est-ce qu'on est vraiment bon en athlétisme? Il y a des courses à pied. Les Kenyans, ils sont forts, d'accord.
Mais en course à pied, vous leur demandez de sauter à la perche, ils ne sautent pas. Donc, les disciplines techniques n'ont pas les moyens qu'il faut. Il y a des disciplines faciles. Même le football, je peux dire que le football est facile. Parce que tout le monde a touché un petit peu à la balle, la vulgarisation. Tout le monde voit la télévision. Mais la gymnastique... Après, c'est facile, mais après, il y a l'encadrement, il y a le suivi, il y a le suivi médical. Non, il y a mais, le suivi... mais ce qui compte, c'est le début, c'est-à-dire la vulgarisation. Comment vous avez connu cette discipline. Bien sûr, c'est plus facile. C'est plus facile. D'abord, vous prenez un ballon, ils sont 22. Voilà, avec un ballon, ils sont 22 à jouer. Voilà, la course à pied. Tout le monde se gargarise. On nous dit que parce qu'il y a eu Nawal Aouetta, on est deuxième sur le plan mondial. On compte les médailles. Mais allez voir ailleurs. Est-ce qu'on a des persistes? Est-ce qu'on a des sauteurs au triple saut? Est-ce qu'on a des disciplines techniques? La course de haie, tout ça, on n'a pas. Bon, les courses, c'est facile. C'est pour ça qu'on excelle dans les courses. Tous les pays sous-développés, enfin en voie de développement, je veux dire, peuvent avoir de grands champions aux Jeux Olympiques, aux champions du monde, mais ils ne peuvent pas avoir des patineurs, ils ne peuvent pas avoir des... C'est vrai que les Africains se sont toujours imposés dans les courses. Oui, voilà, nous avons eu le rasé, nous avons... Vous savez, nos voisins tunisiens ou algériens, les Gamoudi, etc. Oui, Gamoudi, rasé et tout. Vous savez, Ouais. vous mettez le cross scolaire, par exemple. Vous savez, vous mettez 100 000 gosses à courir et vous avez, à la fin, vous avez quelques éléments valables qui participent aux championnats internationaux. Mais vous ne pouvez pas faire ça avec les autres disciplines. C'est très, très difficile. Alors, on va parler un peu de l'histoire de la gymnastique, donc à travers votre livre. Hein. Oui, oui. Et donc, vous avez dit, bon, vous avez recueilli quand même une drôle de documentation, et puis quelqu'un vous a dit, mais pourquoi tu n'écris pas sur la gymnastique? Alors, en remontant dans le temps, les premiers clubs et tout ça, ça remonte à quelle année la pratique de la gymnastique? Oui, la pratique de la gymnastique a commencé avec, bien sûr, l'avènement de la gymnastique a commencé avec l'arrivée des Français. Bon, au début, c'était pas la gymnastique réglementée, c'est-à-dire les règlements fédéraux comme maintenant. Avant, c'était plutôt pour former des militaires, c'était pour former les troupes militaires, c'était les Français, c'était pour galvaniser les troupes, c'était surtout pour ça. Et puis après, les choses se sont un petit peu, comment je peux dire, on a réglementé la pratique. Parce qu'avant la gymnastique, il y avait même le grimpé, il y avait le saut, il y avait beaucoup de choses. La corde lisse, oui, c'est ça. Il n'y avait pas que les agrès, les six agrès. Bon, après, c'est devenu plus réglementé. Et les Marocains étaient là. Bon, au début, ils pratiquaient la gymnastique avec les Français, mais c'était les Français qui s'occupaient de la gymnastique. Et à un certain moment, les Marocains ont voulu avoir leur propre structure, leur propre association. Et voilà, du coup, certains pionniers ont commencé à créer des... Est-ce qu'il y avait une sorte de mouvement nationaliste un petit peu comme dans le football, c'est-à-dire oui, voilà. Justement, donc, des Marocains qui se sont créés, c'est ce que je raconte, constitué un club de gymnastique. C'est ce que je raconte. Et il y avait, par exemple, quand je parle du FUS, l'ancêtre du FUS, c'est l'USRS, l'Union sportive de Rabat Salé. C'était en même temps des gymnastes, des militants, à tout point de vue, des militants. Bon, c'était des militants parce qu'ils devaient se battre pour avoir le matériel, ils devaient se battre pour avoir leur place parmi les Français, ils devaient aussi faire de la politique, ils faisaient de la politique. C'était des cellules politiques. Et ils se cachaient derrière la gymnastique, mais ils faisaient de la politique jusqu'à ce que les Français, les autorités françaises découvrent qu'ils ne faisaient pas que de la gymnastique. Alors ils ont bouclé la salle Ad-Dora, qui se trouve à Sidi Fateh, à Rabat, en Médina. Ils ont bouclé la salle. Et là, c'était la fin. Non, c'était pas la fin parce que ces gymnastes courageux ont trouvé d'autres moyens, d'autres alternatives. Ils sont allés dans d'autres clubs ou on leur a interdit de pratiquer, de continuer à pratiquer? Mieux que ça, quelque chose de rocambolesque. Ils sont passés par la terrasse. Ils continuent à s'entraîner? Non, ils sont allés dans leur salle. Ils ont utilisé des moyens, le grimper et tout.
Ils ont démonté le matériel et ils ont placé le matériel. Bon, par exemple, je place le cheval d'argent chez Lino. Je place la barre parallèle chez Ben Abdullah, etc. etc. Et ils ont continué à pratiquer un petit peu ils ont démonté leur discipline et en même ça. temps continuer à faire de la politique. Alors, jusqu'à ce qu'ils en aient. Il fallait avoir de belles maisons de notables, là, parce puis, que pour mettre un cheval d'argent pour l'élan et tout ça, c'était où? C'était dans le... Mais ça, c'est véridique, parce que moi, j'ai fait des recoupements Ouais. et tout le monde m'a parlé de ça. Vous pouvez nous faire des noms? Oui, il y avait, bon, bien sûr, il y avait le Haj Brahim Al-Oufir, il y avait Sitel, il y avait la famille Ben Abdullah, il y en avait beaucoup. Bon, voilà, bon, à un certain moment, ils ne pouvaient pas continuer, c'était très difficile. Ils ont créé, pour faire de la politique, ils ont créé des cellules de football. Alors, après l'indépendance, la première fédération, elle est présidée par qui? C'était, oh là là, je ne me rappelle plus du nom de ce monsieur-là. Bon, c'est pas grave. Avant qu'on arrive entre lui et le colonel Benzikri, il y a eu. Il y avait quand même un grand monsieur. J'ai mis un petit quelque chose dans mon livre sur lui, un petit chapitre. C'est Haj Brahim Oufir. C'est aussi un monument. C'est un monsieur qui a tout fait. Il a été entraîneur national, juge international. Il a été président de notre club, président de la fédération. Et bon, il a quand même. C'est un monsieur qui m'a marqué lui aussi, comme Fellet d'ailleurs. Et voilà, bon. Alors après, bon, les FUSistes ont eu droit à ce nom-là. On a accepté le nom FUS, etc. En 1946 et depuis. Fatah Union Sport. Fatah Union Sport. Il ne faut pas dire Rabat. C'est Fatah Union Sport. Parce qu'avant, c'est un peu drôle, c'était l'Union sportive de Rabat-Salé. Vous parlez souvent Rabat, Salé, oui, Rabat. Oui. Pour vous, c'est un tout alors? Pour moi, Rabat-Salé, c'est une seule ville. C'est une seule ville. Bon, je ne sais pas si c'est malheureux, ce beau regret qui a séparé deux morceaux de terre. Pour moi, c'est la même ville. Il suffit d'aller à pied sur un pont pour se retrouver dans l'autre ville. C'est idiot. J'ai eu l'image de l'enfance. Les gosses pour aller jouer de l'autre côté de la... Mais Budapest. Budapest, voilà. Budapest. L'Union sportive de Rabat-Salé. Tiens, mieux que ça, vous avez Istanbul. Une partie se trouve en Europe et une partie se trouve en Asie. Et ces deux parties sont séparées par un bras de mer et non pas par un petit filet d'eau. Et pourtant, c'est la même ville. Donc, bon... Rabat-Salé, c'est vrai qu'on a tendance à dire vraiment. Vous savez, vous pouvez parler à quelqu'un de l'autre rive. Et il n'est pas dans une autre ville, il est à Rabat-Salé. C'est une même ville. Moi, je suis en train de combattre pour changer un petit peu les esprits parce que moi, c'est assez de. L'aéroport s'appelle Rabat-Salé, il s'appelait. Oui, mais Marignane, où se trouve Marignane? Où se trouve l'aéroport de Marseille et de Nice? Ils sont quand même à 20-25 km, à Orly aussi. C'est pas un problème. Alors, cette conférence sur les trois phases des Oudaya, donc, qu'est-ce qu'elle véhicule comme valeur? Beaucoup de messages et beaucoup de valeurs. Vous savez, alors pourquoi on vous demande souvent de la répéter, de la donner? D'abord, pour vous donner une idée sur ce travail-là, c'est un peu l'histoire du site magnifique. Je vous ai parlé d'un site. Il n'y a pas pareil au Maroc. Et même dans le monde, il n'y en a pas beaucoup. Un site qui a connu une métamorphose, qui a connu la République indépendante des Corsaires, les Oudaya et la Médina, et un site qui a vu le port fluvial, un site qui a... Bon... Et moi, je fais parler les trois faces des Oudaya parce que les Oudaya ont trois faces. Et chaque face des Oudaya parle de ce qu'elle a vu. Par exemple, la première face, elle parle de ce que je peux appeler Jama' el-Fna de Rabat, Souk el-Ghzel. Il y avait de l'animation. Nous, on surplombait cette place. On a vu la vie à Rabat. Les autres gosses devaient faire des kilomètres pour aller voir la vie. Nous, on l'avait sous notre fenêtre. Et puis, il y a l'autre face qui parle du large. Il y a eu beaucoup de choses. Face à l'océan. Face à l'océan. Les corsaires de Rabat qui sont allés partout dans le monde, même jusqu'aux États-Unis. Enfin, oui, c'est ça, au Brésil, à Reykjavik et tout.
Et nous, on a vu cette activité-là. Et puis la face qui regarde... Salé. Salé et Rabat, oui, Salé et Rabat, c'est ça. Surtout Salé et Rabat. Et là, on a vu une animation extraordinaire. Il y a eu beaucoup d'activités sur le bourg grec. C'est vraiment quelque chose à raconter. En vous abordant la dernière partie de ce Lino Café, notre invité c'est Ahmed Bzioui ce matin. Donc, on a revu un petit peu son parcours, donc de l'école des fils de notables, le lycée Moulay Youssef, le lycée des Orangers, le CREPS à Bolouris, l'école des cadres à Innsba, la fac des sciences juridiques et économiques de Rabat, avec une licence en Sciences Po. L'influence du Yacht Club, hein, puisque le papa était gérant là-bas, hein, donc l'influence des membres, hein, sur lui, sur ses frères, le contact direct avec la mère. Alors ensuite, le lycée, les enseignants, les profs de PS, la gymnastique. Hein. Oui, la gymnastique. Premier contact avec la gymnastique, c'est grâce à la maman. L'influence d'Ahmed Fellat aussi. Donc, beaucoup. L'ASS au lycée, donc ces enseignants qui poussent à pratiquer certaines disciplines sportives, la polyvalence, hein, donc athlète, handballeur, et puis on n'a pas parlé des plongeons. Oui, alors là, c'est... Vous savez, quand vous êtes gymnaste, vous êtes un petit peu... Vous avez des médaille d'or au championnat maghrébin de plongeon en 66. Oui. Alors, quand vous êtes gymnaste, vous avez des prédispositions pour les plongeons. Alors, nous, on a connu des plongeurs exceptionnels. Là, on peut dire que c'est une discipline qui a disparu. presque disparu. Ça aussi, c'est une question de moyens pour avoir des... vous savez, à Casa, on avait la piscine olympique, on avait... Bon, maintenant, il y a la piscine couverte. Mais, par exemple, à Rabat, il n'y a plus de plongeoires. On ne peut plus pratiquer les plongeons à Rabat. Il y en avait à Meknes, des plongeoires. Meknes, oui, il y avait une belle équipe à Meknes. Il y avait une belle piscine. Oui, une belle piscine. C'est-à-dire, comme j'ai dit, on a automatiquement des prédispositions. Le foot a tué le sport. Exactement, c'est ce que je n'osais pas le dire. Comme dit parfois je n'osais pas le dire. Le foot a ramassé tout le fric, fric et on a négligé toute notre discipline. On va peut-être en parler tout à l'heure. Le plongeoir, évidemment, là aussi, le gamin ne peut pas prendre le plongeoir et l'amener avec lui. Hein. Pour moi, Dari Grande Pélissard, c'était quelque chose d'extraordinaire. C'était une icône. Je l'admirais. Bon, heureusement, je l'ai retrouvé il y a 2 ans ici au Maroc. Et voilà, au Yacht Club, il y avait des plongeurs, il y avait un plongeoir, il y avait beaucoup de plongeurs. Et nous, on était en admiration devant ce genre. Il y a eu Fellat, ce monument qui plongeait, qui a été champion du Maroc. Un jour, il m'a dit Ahmed, mets ton maillot, viens plonger. Je venais à peine de commencer la gymnastique, c'était en 58, je crois. Et c'était le point de départ avec mon frère Moussar. On a commencé à plonger. Et ma foi, bon, on est arrivé à un certain... L'entrée dans l'eau, c'était pas ça, non, peut-être? C'était pas ça. Bon, il fallait rien dire. Attention, on prenait des plats, on se faisait mal. Mais avec un monsieur comme Fellat, impossible de dire non. Il fallait plonger. Moi, je ne regrette pas cette période. Je voudrais bien refaire la même chose. Comment ça s'est passé, le championnat maghrébin? Championnat maghrébin. Bon, un jour, il y avait un championnat du monde de sauvetage. Là aussi, j'étais en équipe nationale de sauvetage et je n'ai pas participé. Encore une discipline qui a disparu. Qui a disparu. Je n'ai pas participé. Bon, on l'a organisé ici chez les pompiers à Rabat. Et on m'a demandé de faire une démonstration de plongeon là-bas. Alors, les gars de la fédération étaient là, et ils m'ont dit, mais c'est pas possible, tu es mieux que les autres plongeurs, il faut que tu viennes au championnat maghrébin. Et quelques mois après, on m'appelle à Casa pour participer au championnat maghrébin de plongeon. Il y avait la Tunisie, la Libye, l'Algérie, je crois. Oui, l'Algérie et le Maroc, bien sûr. Alors, bon, justement, peut-être qu'on va parler des valeurs du sport tout à l'heure. On m'appelle, je vais là-bas, par mes propres moyens. On me dit, bon, tu vas aller au lycée Moulay Abdallah, l'internat quelque part à Casa. C'est là où il y a tous les athlètes à Maghrébin et tout. Je suis allé là-bas. Bon, j'étais pas dans mon milieu parce que j'étais à table devant des types. Bon, c'était pas... Moi, j'étais jeune,
fils à papa, je ne sais pas comment on appelle ça. Et bon, je ne voulais pas rester avec eux, manger avec eux. Voilà, j'allais chez l'épicier d'à côté. Pendant une semaine, je mangeais par mes propres moyens. Et puis, bon, il y a eu les compétitions, 2 jours de compétition. D'abord, on ne m'a rien donné. Ni frais de déplacement, ni maillot, ni peignoir, rien. J'étais heureux. D'ailleurs, je ne pensais même pas à ça. Bon, si quelqu'un me dit on va te donner quelque chose, ben, j'aurais trouvé ça étrange. Ben, j'ai rien demandé. Moi, je trouvais que c'était tout à fait normal que j'aille là-bas participer par mes propres moyens. Je suis monté sur le podium. Il y avait la clique militaire pour l'hymne national. Mais j'étais dans les nuages, j'étais heureux. Qu'est-ce qu'il fallait demander de plus? C'est quelque chose qui va marquer ma vie. Pour moi, c'était pas... Eh bien, allez voir maintenant. Vous vous rappelez de cette compétition-là? Ah oui, je me rappelle très bien. Vous l'avez dominé de bout en bout dès le premier plongeon? C'est-à-dire c'était difficile? Il y avait les imposés et il y avait les imposés qui étaient faciles. Alors, les imposés, 5 imposés, 5 libres, qui était facile. Alors, la première journée, c'était les imposés. Et il fallait additionner les... Il y a eu un certain Ben Chakroun qui m'a dépassé aux imposés. Il m'a donné 7 points, je crois. Le lendemain, au libre, je lui ai donné 45 points. C'est-à-dire que j'étais champion maghrébin avec ces plongeons. Alors, vous êtes éclaté là, avec des, oui, j'étais premier. Des triples sauts mortels. Oui, des triples sauts, des saltos et tout. Voilà, à l'origine, il y a toujours un salto. Et vous savez, cette sensation, il y avait un tas salto, pourquoi? Ça vient de saltimbanque? Oui, je ne sais pas, salto en espagnol, supérieur. Saut en italien. Pourquoi supérieur aussi, supérieur, périeux. Alors, vous savez, cette sensation, quand vous plongez et quand vous sortez de l'eau et vous entendez ces applaudissements, mais c'est quelque chose qui vous marque. Et ben, moi, je ne voulais pas plus. Pour moi, c'était ça le bonheur. Alors, le bonheur, c'est les scouts marins aussi? Oui, oh là là, c'est le scout marin, c'est la découverte de la mer. On ramait pendant des heures et des heures. On arrivait chez nous, on avait les ampoules sur des ampoules. On avait des mains de fer. On a connu beaucoup des aventures. Non, mais c'est vrai, ça aussi, c'est une belle époque. C'est les éclaireurs réunionnistes. Alors, on va aborder vraiment la toute dernière partie. En parlant en particulier, justement, on va parler de ces valeurs du sport, le sport d'hier et le sport d'aujourd'hui. Oui. Comment vous percevez le sport aujourd'hui? Je vais vous donner une image. Bon, d'abord, on a parlé de cette histoire les conditions dans lesquelles j'ai passé la compétition maghrébine. Ça fait rien. Bon, maintenant, allez voir ce que font les athlètes. J'ai même, à l'occasion des Jeux Olympiques de Pékin, je me rappelle, à la télévision, il y avait une fille qui a participé, je sais pas, dans un sport de combat. Elle était en train de pleurer et dire que ce n'est pas avec 2500 dirhams qu'elle va gagner une médaille. Nom de Dieu, mais c'est pas possible. Mais moi, quand je tourne à la barre fixe, est-ce que je pense à ce qu'on va me donner? Si je pense à ce qu'on va me donner, je vais lâcher, je vais me tuer. Donc mais c'est pas possible. C'est comme le commandant dans son avion, il pilote et il se dit bon, on m'a pas donné assez, je vais lâcher tout ça. Et il va se tuer avec les autres. Ben, c'est la même chose quand on est athlète, quand on est sur le terrain, quand on a une mission, il faut l'accomplir jusqu'au bout et se plaindre après. Voilà, déjà on commence par ce volet-là. C'est-à-dire que on ne fait plus rien pour la passion. Non, pour la passion. Pour la passion. Pour la passion, pour soi-même, parce qu'on est quand même un être humain. Ouais. Il faut montrer qu'on est un être humain, qu'on est là. Le gars qui joue sur le gazon, il doit montrer que lui-même, il vaut quelque chose. Et non pas se dire... Et pour lui-même, il doit jouer pour lui-même déjà. Il doit jouer pour lui-même. Ça, c'est Haj Hammou qui nous disait tout le temps ça. Il faut d'abord montrer qu'on est un être humain. À toi-même déjà. À toi-même. Voilà. Ensuite aux autres. Et le reste vient après. Sois en paix déjà avec toi. Sois bien avec toi déjà. Si tu ne veux pas participer, si tu ne veux pas faire du sport, ben, tu laisses tomber. Ou alors tu signes un contrat avant. Ben voilà. Voilà. Maintenant, je reviens à une image qui me vient tout le temps. Le sport et ses valeurs. Par exemple,
je prends l'exemple d'une famille qui décide du sort sportif de ses enfants. Alors, vous avez un enfant, vous décidez qu'il va faire de la musique. Bon, le sommet de ce qu'on appelle musique, c'est de se retrouver avec ses parents dans un théâtre, avec un orchestre philharmonique et tout. C'est ça. Avec des gens bien habillés. Hein. Et l'autre enfant, vous l'envoyez faire du sport. Et le football, surtout le football. Bon. Le sommet de ce qu'on appelle cette discipline football, c'est quoi? C'est de se retrouver dans un terrain. La première des choses que vous allez voir, qu'est-ce que vous allez voir? Des policiers avec des boucliers et des je ne sais pas quoi. C'est la guerre. Vous voyez déjà, vous voyez le sport, les messages qu'ils véhiculent. Maintenant, dans un stade, on a peur d'aller dans un stade. Ça devient dangereux. Vous allez dans un théâtre, c'est pas la même chose. Donc, il n'y a pas que ça. Et puis, voilà. Quand vous entrez dans un stade, qu'est-ce que vous voyez? Malheureusement, j'incrimine un petit peu le football. C'est un petit peu la faute des médias. Quand vous allez dans un terrain, qu'est-ce que vous voyez dans une tribune? Vous voyez des milliers de jeunes torse nu, qui se baladent dans les tribunes, qui font du n'importe quoi. Et il y a malheureusement certains médias qui parlent d'ambiance festive. Est-ce que c'est une ambiance festive? Tous ces drames qui se passent dans les tribunes. Tiens, je donne un petit exemple. Vraiment, je ne sais pas si vous vous souvenez de cet enfant qui est rentré dans le terrain. Il y avait Maroc-Gabon, je crois. Le Maroc perdait ou ils étaient bons. La balle ne voulait pas rentrer. Le gosse, il est rentré dans le terrain et il a marqué. Un gosse de la tribune. Qu'est-ce qu'il a dit, le speaker? Ah, c'est normal. Ils ne savent pas marquer. Alors le gosse, il a marqué. Vous savez, cette image de ce gosse qui rentre dans le terrain, il va reprendre sa vidéo. C'est cette vidéo, il va la montrer. Demain, il y en a 5000 qui vont envahir le terrain justement pour marquer leur but. Le gosse, aussi. alors qu'il doit prendre de gifles, se faire tirer les oreilles par ses parents, par la police, je ne sais pas quoi, et il se retrouve comme un héros, à moins qu'il regrette son geste plus tard. Et voilà, c'est les médias qui vous disent que c'est un héros. Voilà comment on fabrique je sais pas, le hooliganisme. C'est pas la société d'aujourd'hui? La société d'aujourd'hui, bien sûr. Voilà. La démission des parents. En fait, on arrive vite, on arrive haut, et puis on n'arrive pas sans argent. Voilà. Et autre chose, qu'est-ce qu'il y a dans ces tribus, ces banderoles? Ultra, ultra, ultra. Tout le monde parle d'ultra. Avant-hier, je crois, le ministre de l'Intérieur français a parlé des supporters du Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain Oui, quand il y a eu cette fête au Trocadéro de Paris Saint-Germain, qu'est-ce qu'il a dit? Ce sont les ultras des supporters de. C'est-à-dire, quand il dit ultra, ça veut dire que c'est déjà une très mauvaise chose. Ça veut dire que ce sont. Parce que la définition d'ultra, qu'est-ce que c'est? C'est extrémiste, fasciste, intolérant. Il n'y a pas un dictionnaire qui dit le contraire. Et nous, on se permet d'appeler nos supporters ultra. C'est inadmissible. Oui. Vous voyez? Donc, le ministre français, quand il parle d'ultra, il dit ce sont les ultras, c'est-à-dire les extrémistes des supporters. Oui. Et nous, on se permet d'appeler nos supporters ultra. C'est pas normal. C'est pas normal. Et bon, il y a aussi cette. Je sais pas moi, comme vous avez dit tout à l'heure, le football qui a envahi qui a envahi un petit peu la société. Vous savez, des gosses qui suivent leur équipe, qui vont à Berkane, à Tanger, qui demandent l'aumône pour aller suivre les matchs qu'on passe tous les jours, et tout ça. Il a beaucoup d'effets. Moi, j'ai vu pire. Enfin, quand un jeune vous demande, je ne sais pas, de quoi rentrer dans un stade, ou quand il vous dit je dois prendre un bus pour aller à Marrakech, d'accord. Mais quand vous en rencontrez dans le hall de l'aéroport Mohamed V et qui vous disent Galino, Dormaya, mais tu vas prendre ton billet quand? Il me dit d'abord, je vais prendre mon billet d'abord. Mais c'est ça. Et bon,
c'est la passion aussi, hein, peut-être. Oui, hein. mais la C'est la passion. passion. Mais Et quand on a 18-19 ans, on se dit, bon, finalement, Non, rien ne peut nous arriver, quoi. Mais Monsieur Bako, quand on laisse libre cours à sa passion, on peut faire beaucoup de choses. Ouais. On peut faire des drames. Tiens, par exemple... On peut faire autre chose, on peut faire de la gymnastique, on peut faire je sais du pas, scoutisme, on quand peut faire... il y a quelque chose comme quelqu'un qui on a incendié la maison, qu'on a menacé de mort, tout ça à cause du football. Mais c'est dramatique, à cause du sport. Alors, d'accord, c'est la faute à qui? C'est la faute à tout le monde. C'est La famille, Et déjà la famille, la première. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Je vous ai parlé de ma famille. On était dans une famille modeste. On pouvait basculer. Vous savez, on pouvait basculer. Mais il y avait une mère qui était là, on ne pouvait pas dire un mot de travers. On ne pouvait pas venir avec le short, une petite tache sur le short. Enfin, je crois que c'est la famille qui est à l'origine de... L'école? Non, mais on ne peut pas incriminer l'école. Vous envoyez des enfants... Attendez, l'école... À côté de la... Vous savez que l'enfant passe autant de temps à l'école qu'avec ses parents. Oui, d'accord. Parce que le gosse, par exemple, il passe combien d'heures avec ses parents? Disons 2 heures le matin. Il se lève, il prend son petit déjeuner, il s'en va. D'accord? Quand il revient le soir, il revient à 5 heures ou 6 heures. Bon, il passe à peu près le même temps, sinon plus à l'école. Hein. Vous savez, quand les parents démissionnent, vous envoyez un gosse gâté à l'école, qu'est-ce qu'il va faire? Un gosse gâté, il est déjà... Ça y est, vous avez déjà pourri ou gâté votre enfant et vous l'envoyez à un professeur. Vous vous dites, bon, déjà, au départ, la première forme, c'est les parents qui la donnent. C'est les parents. Et après, à l'école, l'école, généralement, soit ils peuvent redresser un petit peu, soit ou alors... Mais vous savez, le prof, il est là pour donner des choses, pour donner un bagage scientifique. Eh bien, il se retrouve à faire de hada hachem. C'est pas son rôle. En principe, on doit envoyer des enfants éduqués et prêts à recevoir l'apport du professeur. Eh bien, malheureusement, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi, je sais pas moi, la mode, les médias. Les héros ne sont plus ce qu'on... Par exemple, je sais pas moi, il y a des... Le héros n'est plus ce qu'il était avant. Et alors, maintenant, si on parle sur le plan sportif, est-ce que l'école n'a pas failli aussi à sa besogne? Le sport scolaire, par exemple. Le sport scolaire. Les enseignants. Vous savez, le sport scolaire, c'est comme toutes les autres matières. Il subit les mêmes effets. Il souffre des mêmes maux. C'est-à-dire que d'un enfant qui manque d'éducation, qui n'a pas été bien encadré par ses parents, et encore, disons que le sport, c'est quand même une discipline que les enfants ne refusent pas. Ils aiment bien l'éducation physique. Il y a des enfants qui disent je veux pas aller parce que j'ai tel prof ou tel. Oui, mais c'est très rare. Je veux pas faire de la gym. Vous savez, nous, on priait Dieu pour ne pas avoir tel professeur en mathématiques et toute la classe était d'accord. Mais c'est rare en éducation physique. En général, le prof d'éducation physique, il est accepté par rapport au prof de maths ou de philo. Alors, vous suivez quand même ce malaise qui n'est pas simplement. Qui n'est pas limité simplement au football, mais pratiquement à toutes les disciplines sportives. En tant qu'ancien sportif, en tant que cadre, qu'est-ce que vous vous dites qu'est-ce qui est arrivé à mon sport? Quand vous posez cette question-là, vous dites qu'est-ce qui est arrivé à mon sport? Alors vous vous dites est-ce que un jour ou l'autre, il va falloir que... Il faut arrêter quelque chose. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête quelque chose. On ne peut pas admettre de mobiliser des milliers de policiers. Ça coûte un argent fou pour aller suivre des bandes qui vont... Ça c'est déjà la fin, ça, je veux dire. Ça, c'est quand... mais il se passe entre le moment où les équipes sortent sur le terrain, où il y a des policiers sur le terrain, etc., il y a quand même une semaine d'entraînement. Il y a tout ce travail qui est fait. Il y a ce suivi qui devrait être fait aussi par les dirigeants. Alors, fédération, club, ligue, dirigeants, athlètes, joueurs, arbitres, tout ça, juges. Qu'est-ce qui se passe là? Comme vous avez dit, c'est un malaise général et il faut une table ronde pour essayer d'étudier la question parce qu'on ne peut pas dire on va résoudre le problème de la tribune
sans résoudre le problème de la sécurité à l'extérieur. Je ne sais pas, tout est lié. Ahmed Bzioui, ça a été un véritable bonheur que celui de vous avoir ce matin. En 30 secondes, qu'est-ce que vous pouvez dire aux jeunes? Ben, vous savez, je veux vous dire une chose. Je passe dans les lycées, les collèges, les facultés, les universités. Je passe des messages. Je vous assure que les jeunes, ils sont réceptifs. Ils acceptent. Il suffit de leur passer le bon message. C'est-à-dire que nous avons un déficit de pédagogues. Nous n'avons pas assez de pédagogues pour pouvoir encadrer les enfants. Mais l'enfant est réceptif. Il accepte. Et moi, je suis un petit peu optimiste. Notre jeunesse peut... Vous allez dire, si vous le permettez? Oui. Je le permets. Hein, justement. Moi aussi, je suis optimiste de nature. Hein, donc. Oui, bon, d'après ce que je suis en train de vivre avec les enfants, avec les jeunes, je trouve qu'il suffit d'un petit déclic pour faire tout basculer. Voilà. J'espère qu'il y aura quelqu'un un jour pour faire tout basculer dans le domaine du sport, pour que les choses s'améliorent, pour que les choses... Merci Ahmed Bzioui d'avoir été avec nous ce matin. C'est moi qui vous remercie. On va se quitter avec Keltoum, hein? Oui. Bawanour. Mais avant, je voudrais quand même vous remercier parce que c'était un honneur pour moi d'être avec vous. C'est vraiment... C'est un devoir. Je tiens à remercier M. Aziz Daouda, un grand monsieur. Oui. C'est grâce à lui que je suis là avec vous. C'est vraiment une personne exceptionnelle. Et je le remercie derrière ce micro. Merci. Voilà, merci. Bon week-end. Merci.